Non, sur les questions. Quels sont les... alors, quels sont on me demande, Tristan Vlachenko, la situation économique est-elle tenable sur le long terme? Quelle stratégie à venir pour les USA par rapport à la stratégie économique? Et puis aussi, il y a une question de Mathieu Nersès qui est assez intéressante et qui finalement est la conséquence de cette crise économique induite. Il te demande de parler de la réalité de la crise migratoire, parce que vous avez dû voir dans les journaux que des millions et des millions et des millions de Vénézuéliens fuyaient le pays. Qu'en est-il réellement? Est-ce que c'est la plus grande histoire migratoire de l'Amérique latine, comme on a pu l'entendre? Alors, je vais y revenir, mais ce qu'a dit Romain est vachement important et je vais le peaufiner. En particulier la déclaration de William Bromfield, qui est l'ex-ambassadeur des États-Unis au Venezuela, parce que ça répond aussi à la question qui est posée sur les États-Unis. Écoutez bien la formulation. Micro. Ah, moi je veux bien, mais ça va pas arranger moi. Vous pouvez appuyer sur le bouton. C'est pour la photo. Non. Voilà. 1, 2, 3. C'est mieux? Non. Vous trouvez que c'est mieux? 1, 2, 1, 2. Bon, j'écris aussi fort que s'il n'y avait pas de micro. Non, écoutez, on plaisante là, mais écoutez bien la formulation. Parce que ce qui se passe en ce moment, comme tout à l'heure, quand je vous disais que c'est un crime qui se passe sous nos yeux, vous allez réellement comprendre. Donc, ex-ambassadeur des États-Unis, qui est toujours au département d'État, qui est toujours en fonction. Il parle des sanctions contre le Venezuela. Nous devons envisager ceci comme une agonie, comme une tragédie qui va se poursuivre jusqu'au dénouement final. Et si nous pouvons faire quelque chose pour l'accélérer, nous devons le faire, mais nous devons le faire en sachant que ceci aura un impact sur des millions de personnes qui ont déjà des difficultés pour trouver des aliments et des médicaments. Nous ne pouvons pas le faire et prétendre qu'il n'y aura pas d'impact. Nous avons une décision à prendre qui est dure. La fin souhaitée justifie cette sévère punition. Voilà. La crise du Venezuela, c'est ça. Tout le reste, c'est accessoire. C'est-à-dire, le gouvernement de Nicolas Maduro fait des erreurs, commet des fautes, peut être mis en cause un certain nombre de mesures qui n'ont pas été très efficaces. Mais le fond de l'affaire, c'est ça. C'est-à-dire que, et le conseiller à la sécurité nationale, John Bolton, l'a dit le 3 mars 2019, il a lâché le morceau. Normalement, ça aurait dû faire sursauter tout le monde. Il fait une déclaration sur CNN. On lui demande son analyse de la situation au Venezuela. Donc il se dit, on n'a pas parlé des deux autres pays qui sont dans la cible. Nous surveillons de près la troïka de la tyrannie, qui inclut Cuba, le Venezuela et le Nicaragua. Un des problèmes avec Maduro et la présence massive des Cubains au Venezuela, c'est le genre de choses que nous pensons inacceptables, et c'est pour cela que nous continuerons avec notre politique. Et il a une phrase qui est tellement significative que, pour ceux d'entre vous qui connaissent l'Amérique latine, je ne vais même pas avoir besoin de préciser. Il dit, dans cette administration, l'administration de Trump, nous n'avons pas peur d'utiliser l'expression doctrine de Monroe. La doctrine de Monroe, 1823, c'est la doctrine autour de laquelle le président des États-Unis, James Monroe, ça marche mieux là? Oui, oui, oui. Super, merci. James Monroe a en gros décrété que l'Amérique appartenait aux Américains, sans préciser que dans son esprit, c'était les Américains du Nord, c'est-à-dire les États-Unis. Ça a été ensuite conforté par ce qu'on a appelé le corollaire de Roosevelt, dans lequel le président Roosevelt dit si vous parlez doucement, mais que vous avez un gros bâton, vous irez loin. Doucement et gros bâton, c'est Barack Obama. C'est Barack Obama qui signe le décret, faisant du Venezuela un danger pour les États-Unis. Et la suite continue. Donc effectivement, on a actuellement 3 pays qui sont dans le collimateur de Washington, et comme par hasard, ce sont 3 pays qui sont membres de l'ALBA, qu'on appelle l'ALBA, Alliance bolivarienne pour les peuples de notre Amérique, qui est l'alliance stratégique la plus radicale dans celles qui ont été créées, parce que n'oublions pas qu'une des raisons pour laquelle les États-Unis ont là-dedans particulièrement dur contre le Venezuela, c'est pas uniquement le pétrole, c'est pas uniquement l'or. Le Venezuela est sans doute le 4e possesseur
d'or sur la planète. C'est pas uniquement le coltan, c'est pas uniquement les diamants. C'est aussi le fait que sous l'impulsion de Chavez, qui je le rappelle, avait comme ministre des Affaires étrangères Nicolas Maduro. Maduro, il tombe pas du ciel. Maduro, c'était le ministre des Affaires étrangères qui a duré le plus longtemps sous Chavez. Il a été ministre des Affaires étrangères pendant 6 ans, je crois, ou 7 ans. Bon. Ils ont créé un certain nombre d'organismes qui échappaient à l'emprise des États-Unis. C'est-à-dire l'ALBA, dont je viens de parler, mais aussi l'Union des Nations Sud-Américaines, la UNASUR, en 2008, qui est intervenue pour empêcher le coup d'État contre Evo Morales en 2008. C'est l'UNASUR qui règle le problème. Ils ont créé en 2011 avec Lula, avec toute la bande. Il y a eu une période absolument extraordinaire en Amérique latine, avec Lula au Brésil, avec Rafael Correa en Équateur, avec Evo Morales en Bolivie, avec Chavez, avec Pepe Mujica, même si c'était un modéré, avec ensuite Dilma Rousseff. Ils ont créé la CELAC, la communauté des États latino-américains Caraïbes. Tous les pays du continent, sans les États-Unis, sans le Canada. Et là, évidemment, on a eu une période pendant laquelle l'Amérique latine échappait à l'emprise de Washington. C'est ça le symbole que veut faire tomber Washington. Il faut faire tomber ce symbole. Donc, l'offensive, elle est majeure. Alors, que peut-il se passer? Et oui, il y a aussi, tu parles de l'aspect diplomatique. Il y a une tentative pour essayer d'isoler le Venezuela diplomatiquement. Donc, il y a aussi de la question, est-ce qu'il est vraiment isolé diplomatiquement? Et il y a Abdelmajid Ben Kouider qui nous demande, et la Russie et la Chine dans tout ça, quel rôle jouent? Bon, on a tout là. C'est l'idée. C'était quoi la première question? Est-ce que le Venezuela est isolé diplomatiquement? Et quel est le rôle de la Oui, Chine, c'est la ce que Russie? vous avez tous entendu. Le Venezuela est isolé diplomatiquement. 34 pays qui les ont. Alors, après, réfléchir. Alors d'abord, un coup, c'est 40 pays ont reconnu Guaido. Après, c'est 50 pays ont reconnu Guaido. Aujourd'hui, c'est, je lis, 60 pays ont reconnu Guaido. Alors, personne n'a publié les cas. Moi, du décompte que j'ai fait, il y a une cinquantaine de pays qui ont reconnu Guaido. C'est-à-dire les États-Unis, un certain nombre de pays de l'Union européenne, pas tous. Hein, l'Italie, la Roumanie, la Grèce n'ont pas reconnu Guaido. Et puis un groupe de pays latino-américains, de droite et d'extrême droite, le Brésil, l'Argentine, le Pérou, qui sont regroupés dans ce qu'on appelait auparavant le groupe de Lima, qu'on appelle entre nous le cartel de Lima. Enfin, je vous rappelle quand même qu'à l'Assemblée générale des Nations Unies, il y a 194 pays, 197 avec les observateurs, de sorte qu'une cinquantaine de pays, ça fait jamais que, en tout cas, c'est un tiers, moins d'un tiers, et reconnaissent Nicolas Maduro comme président légitime du Venezuela. Des pays comme, alors évidemment, vous allez dire, ils n'ont pas bonne réputation, la Russie, la Chine, l'Iran, mais aussi l'Afrique du Sud, mais aussi l'Inde, mais aussi l'Union africaine. L'Union africaine a envoyé un message de sympathie, enfin d'appui à Maduro. De sorte qu'en réalité, ce à quoi il faut échapper, c'est cette idée qu'on essaie de nous mettre dans le crâne depuis longtemps, c'est que la communauté internationale, ce serait les États-Unis et l'Union européenne. Punto. La Chine, on l'aime ou on l'aime pas, mais je veux dire, c'est quand même pas un petit morceau. Donc le Venezuela, non, le Venezuela n'est pas isolé. Le Venezuela n'est pas isolé, donc la Russie et la Chine, effectivement, ont des intérêts stratégiques, moins que des intérêts économiques. Ils ont fait des investissements au Venezuela. On a eu récemment un émoi quasiment planétaire dans Le Monde et Libération, c'est-à-dire c'est une petite planète, hein, sur le fait qu'il y avait 2 avions russes sur l'aéroport de Maiquetía à Caracas, donc en 2019. Alors il faut quand même rappeler que des accords, y compris des accords militaires entre le Venezuela et la Russie, ça date de 2000, sous Chavez. Et pourquoi est-ce que Chavez a passé un accord militaire avec la Russie? C'est parce que lorsqu'il est arrivé au pouvoir en 1999, l'armée de l'air vénézuélienne avait 2 types de chasseurs, des Mirage français et des F-16 américains. Et dès l'arrivée au pouvoir de Chavez, les États-Unis ont refusé de livrer des pièces de rechange pour les F-16. De sorte que c'est la raison pour laquelle le Venezuela s'est tourné vers la Russie, pour acheter des Sukhoi. Là, on est en train, si vous voulez, de répéter l'histoire de Cuba, qui a été poussée dans les bras de l'Union soviétique, par l'embargo états-unien. Ensuite, il y a des relations avec l'Iran. L'Iran, c'est pas un pays pour lequel j'ai forcément des sympathies, peu importe. Mais il faut rappeler quand même que l'Iran fait partie avec le Venezuela de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. Et que donc ils ont des relations depuis la création en 1974, je crois. Donc le Venezuela n'est pas seul, et effectivement, ça aide beaucoup. C'est une des raisons pour laquelle Maduro, il est difficile de renverser Maduro. Il y en a d'autres. On ne peut pas ramener ça. Très régulièrement, on vous explique que si Maduro ne tombe pas, c'est parce que l'opposition n'a pas réussi
à retourner l'armée. Alors c'est vrai, c'est vrai, c'est une des raisons. Mais la deuxième raison, c'est ce que vous avez vu, c'est les secteurs populaires. C'est que contrairement à l'image qu'on a du Venezuela, Maduro a encore derrière lui un noyau dur des secteurs populaires, y compris avec des gens qui sont prêts à mourir pour défendre Maduro. Non pas qu'ils soient acritiques par rapport à Maduro, non pas qu'ils passent pas leur temps à râler, pas de problème, sur l'inertie du gouvernement, sur les mauvaises mesures qui sont prises, mais parce qu'ils l'ont élu, Maduro. Ils l'ont élu. Et vous avez par exemple, et c'est la grande différence avec le Guatemala de Jacobo Arbenz en 1954, qui a été envahi par une colonne mercenaire, financée, entraînée par les États-Unis. C'est la grande différence avec le Chili de Salvador Allende, 1973, la grande différence avec la Grenade, la grande différence avec Panama, 1989. Il y avait eu un débat, après 1954 et 1973, sur mais pourquoi est-ce que Arbenz ou pourquoi est-ce que Allende n'ont pas armé le peuple? Au Venezuela, le peuple a été armé. Alors c'est un sujet qu'il faut aborder avec, comment dire, en étant extrêmement précis. Il existe au Venezuela la milicia bolivariana, la milice bolivarienne. Évidemment, chez nous, quand on parle de milice, ça évoque de très très mauvais souvenirs, hein, la collaboration avec les nazis. Mais la milice bolivarienne, ça n'a strictement rien à voir. C'est l'histoire latino-américaine. Bolivar, lorsqu'il a libéré la Colombie, le Venezuela et tout, s'est engagé dans la milicia vénézuélienne. Et donc, il y a 1 million, vous avez alors entre 1 million et 600 000, 1 million 600 000 et 2 millions de Vénézuéliens, comme vous et moi, des hommes, des femmes, qui une fois par mois vont s'entraîner pour appuyer l'armée si jamais le pays est envahi. C'est-à-dire qu'il y a une véritable difficulté pour les États-Unis. C'est que, et comment vous dire, je ne suis pas un alarmiste de profession, mais c'est que s'ils interviennent directement au Venezuela, c'est un nouveau Vietnam. C'est un nouveau Vietnam. On est dans une région, souvenez-vous, où jusqu'en 2016, il y avait encore une guerre interne en Colombie. Hein, la signature des accords de paix en Colombie, c'est 2016 avec les FARC. Et par ailleurs, ça se passe très mal. De sorte que s'il y avait une intervention militaire au Venezuela, c'est toute la région qui s'embrase. Et les États-Unis le savent. Hein, il y a eu un premier temps où ils ont utilisé cet argument, toutes les options sont sur la table, y compris l'option militaire, pour faire basculer l'armée vénézuélienne. Hein, pour que des militaires disent là c'est trop dangereux, on laisse tomber Maduro. Et puis ça n'a pas marché. Et puis vous avez un certain nombre de pays avec lesquels le président, excusez-moi, le président Macron s'est allié. Bolsonaro, l'extrême droite brésilienne, Ivan Duque, l'extrême droite colombienne. C'est-à-dire on est dans ce plan-là, sur l'affaire vénézuélienne. Qui ont dit, oui, alors Macron n'a pas dit on veut l'option militaire, mais Bolsonaro, Duque étaient partant pour l'option militaire. Et ce sont les militaires brésiliens qui ont dit à Bolsonaro, non, pas question. Et ce sont les militaires colombiens qui ont dit à Duque, c'est trop dangereux. Bon. De sorte qu'aujourd'hui, l'opposition vénézuélienne est dans une situation, est dans une impasse. Et les États-Unis aussi. Et on a vu récemment une déclaration de Mike Pompeo, donc le secrétaire d'État, expliquant que le gros problème qu'ils ont, c'est d'unifier l'opposition vénézuélienne parce que c'est le foutoir. Il l'a dit, hein. Et c'est assez drôle parce que par ailleurs, je lisais dans le Figaro sous la pluie de Patrick Bell il n'y a pas longtemps que l'arrivée de Guaido avait unifié l'opposition vénézuélienne. Non. Après, il y a une... Vous avez un président autoproclamé, par exemple, et puis j'ai essayé de vous retrouver voilà l'article. Vous avez un président autoproclamé qui en appelle ouvertement à une intervention militaire d'un pays étranger dans son propre pays, qui soutient, qui demande des sanctions économiques qui sont en train de tuer son pays. S'il était français, si l'un d'entre vous connaît le président Macron, faites-lui passer le message. S'il était français, l'article 411.4 du Code pénal, le fait d'entretenir des intelligences avec une puissance étrangère, avec une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou avec leurs agents, en vue de susciter des hostilités ou des actes d'agression contre la France, est puni de 30 ans de détention criminelle et de 450 000 € d'amende. Le président autoproclamé Guaido, c'est ça. C'est ça. Et jusqu'à présent, il a échoué. Ce qui n'empêche pas que ça met le pays dans une situation extrêmement délicate, parce que la crise politique, économique se poursuit. Alors, je voudrais juste, excuse-moi, je ne réponds pas dans l'ordre, j'ai jamais été foutu de répondre dans l'ordre. Est-ce que Nicolas Maduro est président légitime du Venezuela? C'est aussi la question qui se pose, hein, puisque c'est noté. C'est ça qui est bien avec moi, je réponds à l'avance aux questions. Parce que l'une des accusations
Et l'une des raisons pour lesquelles Juan Guaidó prétend que Maduro n'est pas légitime, c'est qu'il invoque l'article 233 de la Constitution vénézuélienne qui parle de la vacance du pouvoir. Alors, est-ce que Maduro, est-ce qu'il y a une vacance du pouvoir? Je vais vous lire l'article 233. Là encore, moi je vous ai dit, j'essaye de partir avec les faits. Bon, voilà. Article 233 de la Constitution vénézuélienne seront considérés comme une absence absolue du président ou de la présidente. Sa mort. Maduro n'est pas mort. Maduro pourrait être mort. Rappelez-vous que le 4 août 2018, il a été victime d'une tentative d'assassinat avec 2 drones chargés d'explosifs. Et vous l'avez noté, ça n'a pas fait un grand scandale international. Ça n'a même pas été vraiment pris au sérieux. On a entendu, oui, encore un complot imaginaire de Maduro, oui, encore un auto-coup d'État de Maduro. On s'est retrouvés, là je parle pour Romain et pour moi, dans la situation encore des clowns de service, hein, dénonçant l'attentat contre Maduro. Et puis là encore, quelques semaines plus tard, en Colombie, CNN en espagnol a interviewé l'un des participants à cet attentat contre Maduro, qui du coup devient crédible. Sauf que vous n'en avez pas entendu parler parce que les médias français et européens n'ont pas repris l'information. Et que donc là, d'une certaine manière, nous sommes, Romain et moi, les porte-parole de CNN en espagnol. C'est formidable, non? C'est formidable. C'est filmé en plus, on va leur envoyer. Bon, donc voilà. Donc, Maduro n'est pas mort. Sa démission ou sa destitution décrétée par une sentence du tribunal suprême de justice, il n'y en a pas. Son incapacité physique ou mentale, on va dire, il est manifestement, alors on peut aimer ou pas aimer son style, mais il est en état normal. En plus certifié par une junte médicale désignée par le tribunal suprême de justice, L'abandon de poste, il n'a pas abandonné son poste, puisque au moment même où Juan Guaidó s'autoproclamait président, il était au balcon présidentiel du palais de Miraflores, où il s'adressait à ses partisans, et la révocation populaire de son mandat, non. Néanmoins, l'élection de Maduro, le 20 juin 2018, a été contestée par l'Union européenne, a été contestée par les États-Unis, a été contestée par l'opposition. Je reviens à Patrick Bell du Figaro, que j'ai vu sur YouTube hier, en cherchant, qui dit mais l'élection est complètement illégitime. Maduro n'a pas été élu. Moi j'ai une autre version. Alors d'abord, il y avait bien un opposant, Henri Falcón, opposant de droite, qui vous est présenté, je dis excusez-moi, je vous interpelle, qui est présenté comme un fantoche. On dit oui, c'est un homme de main de Maduro qui s'est présenté, c'est un faux mec de droite. Non, non, lors de l'élection présidentielle contre la première, contre Maduro, Falcón était le chef de campagne de Enrique Capriles, qui est un des leaders de la droite vénézuélienne. Donc c'est pas un candidat bidon. Sauf qu'effectivement, le parti d'opposition a boycotté la présidentielle. Donc dans ces conditions, effectivement, la droite a perdu. Et puis vous avez quelqu'un qui s'est exprimé sur l'élection au Venezuela. Et il faut revenir là-dessus parce que c'est très important. C'est très important. Vous savez qu'en ce moment, il y a des négociations entre le gouvernement et l'opposition à Oslo, en Norvège. Ce ne sont pas les premières négociations. Il y a eu, après la vague de violence insurrectionnelle de 2017, il y a eu des négociations entre le gouvernement vénézuélien et l'opposition à Santo Domingo, en République dominicaine, qui ont avancé, et l'objet des négociations, c'était dans quelles conditions est-ce qu'on allait organiser l'élection présidentielle. Sachant par ailleurs que depuis 2017, l'opposition, dans sa totalité, réclamait une élection présidentielle anticipée. Vous avez, lors de cette négociation en République dominicaine, 3 médiateurs. L'un qui s'appelle, alors qui n'est pas un gauchiste, qui n'est pas un type qui a un couteau entre les dents, vous le connaissez tous, c'est l'ancien chef du gouvernement espagnol, José Luis Rodríguez Zapatero. C'est un ami politique ou c'est pas un ami politique, mais c'est pas quelqu'un contre lequel on peut avoir de la haine ou c'est pas quelqu'un à qui on peut serrer la main, ils sont en gros. Donc il était médiateur. Il y avait également comme médiateur Martín Torrijos, ancien président du Panama, social-démocrate, et puis Leonel Rodríguez, oui c'est ça, ouais. Fernandez. Leonel Fernandez, ex-président de la République dominicaine. L'accord, les deux parties arrivent à un accord. Les deux parties arrivent à un accord. Et le 6 février 2018, l'accord doit être signé à Saint-Domingue. Vous avez tout qui est prêt. Vous avez la table, comme ici. Vous avez des fleurs. Par contre, il n'y en a pas. Vous avez les micros. Vous avez les caméras. Vous avez les journalistes. Vous avez tout le monde qui est là. Et à ce moment-là,
dirigeant de la délégation de l'opposition, qui s'appelle Julio Borges, reçoit un appel téléphonique, on sait tous, hein, on reçoit un appel téléphonique de Washington, de celui qui à l'époque est secrétaire d'État, c'est-à-dire Rex Tillerson, l'ancien patron de ExxonMobil, je ne me trompe pas, et qui interdit à l'opposition vénézuélienne de signer un accord avec Maduro. Et à cette occasion, Zapatero fait une lettre. Bon, vous avez là encore sans doute, je ne suis pas Tintin reporter, hein. Là ce que je vous raconte, n'importe quel journaliste de base le sait. Zapatero fait une lettre, elle est datée du 8 février 2018. Messieurs, et donc il fait une lettre à l'opposition. Après avoir travaillé sans relâche pendant 2 ans pour une coexistence pacifique, démocratique, pour surmonter les problèmes économiques et sociaux du Venezuela, et dans l'esprit de réconciliation de tous les Vénézuéliens et après d'énormes efforts de dialogue, soutenus ces derniers mois par l'effort exemplaire du président cela s'est achevé par un consensus de base. Cela s'est achevé par un consensus de base pour un grand accord qui suppose un espoir réel et courageux pour l'avenir du Venezuela et qui s'est concrétisé dans un document présenté au parti et qui donne réponse aux questions essentielles. Je ne vous lis pas tout. D'une façon qui m'a surpris, le document n'a pas été signé par les représentants de l'opposition. Voilà. Bon. À la suite de cet accord torpillé par les États-Unis, le gouvernement de Maduro dit nous on va respecter l'accord. Et il organise effectivement la présidentielle. Et là vous avez encore, et donc vous avez à ce moment-là les États-Unis, l'Union européenne, la France, le banc et l'arrière-ban, qui dit nous ne reconnaîtrons pas ces élections. Et vous avez à nouveau Zapatero, je vais essayer de vous retrouver sa déclaration. Et si je ne la trouve pas, je vais vous la résumer, mais j'aime bien être précis. Bon, c'est pas grave. Elle est sous la 250e fiche, en bas à droite. Et vous avez donc Zapatero, donc là je vous résume, qui dit à l'Union européenne, c'est absolument irresponsable de ne pas reconnaître cette élection. Et je suis, je ne sais plus quel terme il emploie, je suis effaré par les conditions dans lesquelles cette décision a été prise. Donc, si vous voulez, venant de là encore, nous on a de la sympathie manifeste pour le gouvernement de Maduro, vous l'avez compris. Mais je veux dire, derrière ça, si je vous cite Zapatero, je ne vous cite pas Fidel Castro. Bon, voilà. Oui, du coup je rebondis sur ce que tu dis. Mais pourquoi ils n'ont pas signé l'accord? En fait, tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec Guaido, c'était déjà planifié l'année d'avant. Pour une très simple raison, qui tient au Conseil national électoral. Le Venezuela, depuis 1999, a 5 pouvoirs: législatif, exécutif, judiciaire, comme chez nous, mais aussi le pouvoir moral et le pouvoir électoral, qui est un pouvoir indépendant qui est chargé d'organiser des élections. Moi, quand je dis aux copains vénézuéliens que chez nous, en France, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections, il me rit au nez. Il fait, mais c'est pas possible, tu nous bluffes. Non, pas du tout. Donc, le pouvoir électoral organise des élections. Chaque parti signe des audits qui sont réalisés, signe des procès-verbaux qui sont réalisés en amont de l'élection. Au Venezuela, on vote sur des machines électroniques. On vote pour Maurice Lemoine. Il y a un ticket qui sort avec le nom Maurice Lemoine. On met le ticket dans une enveloppe et on le met dans une urne. À la fin de la journée, par loi, 30% des urnes sont ouvertes et elles sont tirées au sort devant tous les responsables de partis politiques présents. Et donc, jamais il y a eu un problème entre le vote électronique et le vote qu'il y a dans les urnes, pour 30%. Quand il y a des résultats un peu plus serrés, on peut ouvrir 50% des urnes, voire 100% des urnes, comme ils ont fait en 2013. Donc il n'y a pas possibilité de fraude. Et en amont, il y a des audits, il y a 14 audits en amont sur le logiciel de transmission des données, sur les machines électorales, sur le montage des machines électorales, sur les télécommunications qui vont s'effectuer ce jour-là, etc., etc., etc. Et à chaque fois en présence de tous les partis politiques. Donc, audit numéro 1, procès verbal, nous, représentants des partis politiques, blablabla, blablabla, tous les partis politiques, déclarons qu'il n'y a pas de problème sur le montage des machines. Et tout le monde signe. Audit numéro 2, nous, représentants des partis politiques, déclarons qu'il n'y a aucun problème sur la transmission des données. Tac, 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 tac. C'est-à-dire que si l'opposition avait signé les accords en République dominicaine, si l'opposition
enfin la majorité de l'opposition était allée à une élection, ils auraient dû passer par les audits et ils n'auraient pas pu crier à la fraude. Parce que le lendemain, on leur a dit, mais attendez, regardez, vous avez signé tous les procès-verbaux. Donc ça ne tient pas debout. Et ça, les États-Unis le savaient parce qu'ils n'en sont pas à leur premier coup d'essai de crier fraude. Généralement, ils crient fraude à chaque fois qu'ils ont perdu. Mais quand ils gagnent, ils ne crient pas fraude par contre. Là ça va, ça c'est bon. Et donc, ça, les États-Unis le savaient. Donc il fallait absolument pas qu'ils signent parce qu'ils étaient déjà en train de penser la stratégie de Guaido, c'est-à-dire d'autoproclamation d'un président. Donc, ça, c'est pour comment on vote au Venezuela. Donc, pendant que on va aussi toucher d'autres thèmes qu'on n'a pas encore touchés. Et pendant ce temps-là, alors il y aura le thème, évidemment, on ne peut pas passer outre, mais le thème des médias. On a un peu touché le thème des médias, Maurice en a parlé, mais je crois que c'est mieux d'avoir des choses visuelles. Donc là, pour le coup, et pendant 5 minutes, parce que j'ai bien compris que ça faisait de la chaleur, on va remettre le projecteur. Et en attendant que ça chauffe, tout ça pour ceux qui sont en dessous, en attendant que ça chauffe, on va revenir sur le thème de la migration. Parce que le thème de la migration, qui fait partie, c'est une bonne transition, parce que ça fait partie aussi de la guerre médiatique, il n'intervient pas n'importe quand. Il intervient depuis la visite du vice-président des États-Unis, Mike Pence, le 24 juin 2018 au Brésil et en Colombie. Donc ça se met en place durant tout le mois de juillet et ça dure jusqu'au mois de septembre. Qu'est-ce qu'il y a au milieu? Il y a un attentat contre Nicolas Maduro et tous les pouvoirs publics du Venezuela. Grosso modo, on est en train de vous prendre pour des cibles militaires. Pourquoi? Les médias étaient en train de prendre votre cerveau pour que vous ayez une réaction tout à fait normale. Un pays où tous les gens fuient, finalement, si le dirigeant élu meurt, peu importe. Et donc, je crois que c'est important de dire que la migration, elle existe. Pourquoi elle existe? Pour les raisons notamment économiques, la guerre économique, le blocus, etc. La vie, effectivement, la qualité de vie a baissé. La vie de tous les jours est pénible. Non pas qu'il n'y ait plus rien à manger, mais par contre on passe plus de temps à trouver les aliments, etc., etc. Donc il y a eu des gens qui sont partis. Au début les classes moyennes, et puis à partir de 2016, effectivement, il y a eu des classes populaires qui sont parties. Donc ça, c'est une réalité, il n'y a pas à la nier. On est tous d'accord là-dessus. En revanche, là où on peut travailler, c'est sur l'exploitation médiatique de cette migration. Si on prend les chiffres de l'Organisation internationale pour la migration, donc de l'ONU, il y a 3,2 millions de Vénézuéliens qui vivent hors du Venezuela. Alors les chiffres, on pourrait même, le gouvernement par exemple bolivarien les conteste, ces chiffres-là, dit qu'il y en a moins. Mais prenons ces chiffres-là. Il y a 3,2 millions de Vénézuéliens qui vivent en dehors de leurs frontières. Très bien. Sur combien d'habitants? Justement, ça représente 9,5% des habitants du Venezuela. Alors c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Il n'y a aucun problème. Est-ce que pour cela, on doit justifier une guerre ou des sanctions ou des coups d'État contre Nicolas Maduro? Ça, c'est moins évident. Parce que si on prend les chiffres de l'Organisation internationale pour l'immigration, on va se rendre compte que 21,6% des Portugais vivent en dehors du Portugal, que 16% des Irlandais vivent en dehors de l'Irlande, que 15%, je l'ai fait, c'est pour ça, 15% des Polonais et 15% des Bulgares vivent en dehors de leur pays. Est-ce qu'on doit bombarder Porto, Dublin ou Sofia pour ça? J'ai jamais vu un média demander une telle mesure. Donc là, on voit bien qu'il y a une extrapolation, si vous voulez. Sans parler, évidemment, de la migration d'étrangers au Venezuela. Il y a 400 000... Ouais, il y a 400 000 Équatoriens, il y a à peu près 3-4 millions de Colombiens qui vivent au Venezuela. Vous avez tous vu dans les médias, j'en suis sûr, parce que ça a fait le tour du monde, cette photo, une file d'attente sur la frontière colombienne, notamment sur le pont Simon Bolivar. C'est vrai. C'est vrai, cette photo, elle est vraie. Elle est vraie. La photo, je ne sais pas quel jour elle a été prise, mais par contre, ce que je peux vous assurer, c'est qu'elle a été prise entre 6h du matin et 9h du matin. Vous allez me dire, mais comment tu peux en être si sûr? C'est très simple, parce que j'y suis allé sur le pont à 6h du matin, jusqu'à 9h, mais par contre, j'y suis allé le soir aussi. Et le soir, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la même quantité de gens qui est partie, ils reviennent. C'est effectivement, oui, ça peut... alors, on n'est pas dans
dans les flux migratoires, on est dans les flux migratoires peut-être un peu plus importants que la frontière avec la Suisse, mais c'est des dynamiques frontalières, évidemment, que ça existe. Par ce pont, il y a 40 000 personnes qui y transitent par jour. Ils vont le matin à Cúcuta, en Colombie, ils vont travailler, ils vont acheter des marchandises, ils vont voir de la famille, etc. Et le soir, ils rentrent. J'avais fait une vidéo quand j'étais sur le pont où on voit mais une foule continue passer avec des sacs, avec partout. Et je dis, regardez, c'est pas possible. Si les Vénézuéliens fuient leur pays, c'est horrible. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Puis en fait, je me retourne, je dis, mais ils vont où? Et puis je me retourne, puis on voit bienvenue au Venezuela. Ils rentrent chez eux. C'est le soir. Donc effectivement, il y a une extrapolation de cette question de la migration. Pourquoi? C'est évident. C'est encore une fois pour essayer de nuire au gouvernement de Nicolás Maduro. Et puis surtout, c'est pour que ça vous paraisse normal que s'il y a un changement antidémocratique de pouvoir, eh bien, finalement, c'est bien fait. Voilà. Alors,